pour la traversée de cet été, ma compagnie, la région Grand Est et la DRAC et le Théâtre National de Strasbourg, on s'est dit, ah, mais si on reprenait le voyage d'Ulysse. Et là, la différence, c'est nous qui allons vers le public. Ça veut dire qu'on ne joue jamais au même endroit. On bouge dans Strasbourg et autour de Strasbourg, puisqu'on va jouer à Saverne, on va jouer à Mulhouse, et on joue dans plusieurs quartiers de Strasbourg, notamment, et puis on joue dans des EHPAD, on joue dans des collèges. Et donc aussi ce que j'ai fait cette année, parce que tous les acteurs n'étaient pas libres, les acteurs de l'année dernière. L'année dernière aussi, quand on l'a joué à Strasbourg, j'avais travaillé avec des amateurs de la ville et de la région de Strasbourg, parce qu'il y avait aussi des amateurs de Mulhouse qui s'étaient joints à nous. Et là, cette année, on s'est dit, j'ai repris donc 3 acteurs qui étaient avec nous l'année passée. C'est donc 2 acteurs qui sortent du Théâtre National de Strasbourg, de l'école, qui sont Mélodie et Paul, qui étaient donc du groupe 44. Julie Pilot, qui est une actrice qui joue régulièrement avec ma compagnie et dans mes spectacles. Et puis un nouveau percussionniste, Flavien. Et sont venus se joindre à nous les élèves de la classe préparatoire de Mulhouse, dont certains, c'est la première année où ils sont dans la classe prépa, et dont 2 qui commencent le théâtre. Voilà. Et je me suis dit, ça sera une expérience aussi de les emmener avec nous, parce que c'était leur première il y a 3 jours, donc de jouer devant un vrai public et pas simplement passer des concours. Et comme ça aussi, c'était une manière de mettre en pratique ce qu'on a fait cette année dans l'école, dans cette classe préparatoire, où justement on les initie à dire des textes, aussi bien des textes contemporains que des textes classiques ou des textes anciens. Et comment dire un texte sans lire un texte, c'est-à-dire ne pas être collé sans arrêt à la brochure, mais de pouvoir l'interpréter même si c'est un récit. Parce qu'en fait, ici, dans l'Odyssée, on est entre le conte, on pourrait dire, c'est-à-dire être un narrateur-conteur, puis tout d'un coup être un acteur, dans le sens où parfois, quand Ulysse s'adresse à Circé, il s'adresse vraiment à Circé, ou quand, là par exemple ce soir, il s'adressait à Agamemnon, donc comme il était, c'était donc le récit où Ulysse doit aller chez Hadès, donc rencontre les anciens guerriers de Troie, retrouve sa mère qui est morte, parce qu'il vient consulter l'âme de Tirésias de Thèbes, donc le devin. Là, c'est vraiment du dialogue. Puis, tout à coup, il revient dans le récit et il devient narrateur. Et ça, c'est une gymnastique qui est hyper intéressante parce que ça demande quand même une certaine dextérité. En plus, quand j'ai fait l'adaptation de l'Odyssée, je me disais ce qui est intéressant, c'est les voix multiples qui viennent enrichir ce récit. C'est-à-dire, j'ai pas pris un Ulysse pendant 1 heure, et aussi bien des hommes comme des femmes incarnent Ulysse, comme on est entre du dire et du jouer. On peut très bien se dire, là c'est par exemple Juliette qui joue Ulysse ou Mélodie. Et aussi, j'avais le désir qu'il y ait des chants et une percussion. Ça, c'était depuis le début, qu'il y ait des chants qui se mêlent en fait au récit. Déjà parce qu'en fait, au départ, c'était chanté. L'Odyssée a été chantée. Puis, ce qui est intéressant, c'est que quand l'Odyssée s'est écrite, en fait, au moment où ça s'est écrit, c'est devenu récité. Donc, c'est devenu une épopée qui était dite et qui n'était plus chantée. Donc, au cours des siècles, ça a aussi changé, le geste a changé, quoi. Bon, voilà, mais moi j'avais aussi envie de retrouver, parce que je trouve que ça donne de la respiration au récit, et c'était aussi une manière de pouvoir incarner à l'intérieur du récit, parce que parfois c'est dire une phrase que Ulysse perd des compagnons, et que du coup de célébrer leur âme, j'ai envie de dire, mais leurs exploits, parce que on voit bien là, dans Charybde et Scylla, il perd 6 compagnons,
il perd le plus jeune des marins, etc. Donc c'est une des raisons pour laquelle aussi, c'est des chants, il y a un chant malien qui est un chant funèbre, il y a le chant des sirènes. Ça par exemple, c'est une partie vraiment de l'Odyssée qu'on a mis en voix, quoi. Et puis la percussion, c'est pour rythmer le récit. Cependant, sans traîner, la barque robuste arrivait à l'île des sirènes. Un vent sans danger la poussait. Bientôt, après, ce vent tomba, le calme plat se fit, sans plus un souffle. Un dieu devait coucher les flots. L'équipage, debout, cargua les voiles du bateau, les déposa dans le profond navire et s'asseyant aux rames, blanchit l'eau sous le bois de sapin. Moi, coupant un morceau, un grand cercle de cire avec le glaive, je le pétris de mes mains fortes. Il s'amollit bientôt, comme le voulait la puissance du soleil et les feux du roi, fils d'Hypérion. J'en bouchai les oreilles à l'un de mes gens après l'autre. Ils me lièrent pieds et mains dans le bateau, debout, sur l'emplanture, en m'y attachant avec des cordes. Puis, au banc, on battit des rames les eaux grises. Et quand on s'en trouva à la portée du cri, passant en toute hâte, ce navire bondissant ne leur échappa point, qui entonnèrent un chant clair. Viens, 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 Jamais aucun navire noir n'est passé là sans écouter de notre bouche de doux chants. Puis on repart charmé, lourd d'un plus lourd trésor de science. Nous savons en effet tous qu'en la plaine de Troie, les Grecs et les Troyens ont souffert par ordre des dieux. Nous savons tout ce qui advient sur la terre féconde. Nous savons tout ce qui advient sur la terre féconde. Nous savons tout ce qui advient sur la terre féconde. Viens. Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui les mots de Homère traduits par Jacotet, que ces deux épisodes, ce spectacle, ils résonnent différemment aujourd'hui qu'il y a un an? Oui, parce qu'on sent aussi, même moi je suis étonnée, on est en plein mois d'août, et de voir autant de gens en fait venir. Donc on voit bien qu'il y a un désir, de renouer avec quelque chose qui n'est pas de l'ordre, on va dire, de la parole quotidienne, mais aussi de se rassembler ensemble. Et là, en fait, c'est hyper simple, c'est comme si on est à l'origine du théâtre, parce que c'est un texte ou un chant. Les acteurs sont nus dans le sens où ils sont habillés comme dans la vie, on va dire, et il n'y a pas d'effet, quoi. Je veux dire, le seul effet c'est la percussion, mais c'est pas vraiment un effet, c'est un support, et c'est la langue. Et je pense qu'aussi, mais même pour les acteurs, c'est important parfois d'avoir des récits épiques où il y a de la belle langue. C'est-à-dire que chez Jacotet, il y a une concrétude, il y a une poésie, mais il nous fait voyager par les images et il nous fait renouer, on va dire,
avec une langue qui est créative et qui nous emmène, nous envoie dans des imaginaires, même quand elle dit, à un moment donné, elle parle du vaste ciel, ben, comment on habite le vaste ciel, le nérite au bois tremblant, tous ces mots-là, ou quand on est chez le cyclope et qu'il parle de comment il traite les brebis et comment eux ils se cachent et tout ça, on voit bien c'est fleuri comme langue. Et c'est pas du tout une langue qui est redondante, elle est vivante. Après, c'était tout notre travail de la rendre vivante pour pas que, même quand c'est des petites choses, que ça passe à l'as. C'est-à-dire que quand il y a des descriptions, comment rendre ces descriptions importantes, même si c'est pas de l'action. Parce que bien sûr, quand on est dans des récits qui sont plus martiaux, ou quand il se bat contre les éléments, par exemple, contre la mer et tout ça, on voit bien la langue, elle est très active, mais parfois, la langue est plus descriptive. Comment faire pour que la langue avance? Elle continue d'avancer, même si c'est pour ouvrir, on va dire, plus d'espace imaginaire que de raconter simplement, je sais pas, que de l'action, quoi. Donc voilà. Et moi, j'ai la sensation aussi que c'est important de faire voyager de la belle langue, de la langue, on pourrait dire, écrite, de la langue qui a été entendue par les oreilles d'un poète, quoi. Parce que parfois, je trouve que il y a des textes contemporains, je trouve que ça devient trop naturaliste ou réaliste, et il n'y a pas assez de travail de l'oreille. Ou de comment on pourrait dire, je trouve que lui, il n'a pas peur parfois de faire frotter des mots ou des images que dans la vie quotidienne, on n'ose plus, mais pas que dans la vie quotidienne, même dans des textes que je peux lire, je trouve que parfois il y a des textes qui sont trop conformes. Et qui du coup ne font pas des explosions, on pourrait dire, de langue. Et Jacotet, il ose faire ça. Mais comme, je pense, Homère, puisque lui, il arrive à lire la langue d'Homère. Donc, voilà, c'est un petit peu... Je ne sais pas si ça répond... Et moi, je sens, je regardais aujourd'hui, c'est incroyable comment le public est attentif, ils sont comme ça, et que ça soit et pendant les chants et pendant le récit, c'est-à-dire... il y a... Mais parce qu'aussi on a essayé de le travailler pour que le spectateur soit happé aussi par l'intrigue, même quand l'intrigue elle n'est pas palpitante, quoi. Mais ça, c'est toute la question de comment en fait on rend vivant des images, on rend vivantes des images. On travaille sur l'imaginaire. Tout à fait, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire, ça c'est tout le travail secret de l'acteur. Et pour que quand il traverse et qu'il avance dans la langue, lui, il a toutes ces images qui défilent comme s'il avait une télévision à l'intérieur de lui et qu'on puisse voir dans ses yeux qu'il est complètement habité. Et en fait, par leur langue, ils créent la situation. J'ai pas besoin d'aller mettre de la vidéo derrière, quoi.